Ensemble, nous pouvons rendre l'Amérique plus libre que jamais. Pour les citoyens de toute origine et de tout horizon, nous pouvons insuffler un nouvel espoir, un nouvel optimisme et une nouvelle énergie. Nous pouvons libérer un gouvernement limité afin que le peuple puisse avoir un avenir illimité. Unis, nous ne pourrons pas nous arrêter. Si nous nous unissons, rien ne pourra nous arrêter. À la Maison-Blanche, je serai un véritable ami des libertariens. Et je suis fier d'être le seul président, en 70 ans, à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Je suis le seul président de ne pas avoir déclenché une nouvelle guerre en 70 ans. Là, c'est un argument qui l'a beaucoup servi. Le fait que ça résonne maintenant, pour vous ? C'est d'autant plus un argument qui a de la portée dans cette phase de campagne et surtout à son auditoire. Il intervenu aujourd'hui à la convention des libertariens. Rarement, c'est jamais produit qu'un président républicain se présente à cette convention-là. Il a été un peu chahuté, mais en tout cas, il dit que c'est grâce à son vote et qu'ils vont pouvoir avoir un président qui ne sera pas interventionniste, lancera pas de nouveaux conflits et réglera des problématiques qui sont en phase avec cet électorat. Michel ? Non, mais en plus, c'est faux. Je veux dire, historiquement, Gerald Ford n'a pas déclenché de guerre. Elle n'a pas depuis 70 ans, c'est dans les 40 dernières années. De mon vivant. C'est une hyperbole. Ok. On dira, non, mais voilà. Bon, non, mais rien de plus, en fait. Là, est-ce que ça vous inquiète ? C'est-à-dire, dans les circonstances, on voit, on vient de comprendre qu'on a tellement besoin des Américains, et il y a un président potentiel américain qui dit je ne veux pas déclencher de nouvelle guerre. Oui, mais je pense que c'est la volatilité de la politique américaine. Ça, c'est à la fois, on en parlait, c'est à la fois les alliés indispensables et puissants, et en même temps très inconstants, quoi. Le propre des responsables politiques est d'avoir des sincérités successives, surtout en campagne électorale. Donald Trump disait exactement la même chose en 2015, pendant sa campagne. Il disait que les Européens allaient se débrouiller tout seuls, et Emmanuel Macron avait été tellement saisi par ces déclarations qu'il avait affirmé que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et finalement, les États-Unis sont restés dans l'OTAN. Et contre Bachar el-Assad, il a été plutôt plus courageux qu'Obama, puisqu'on rappelle Obama a été lâche face à Poutine et à Obama. Et je l'ai déjà dit ici, il a été le premier chef d'État américain à donner des armes à l'Ukraine, ce qu'Obama refusait de faire, alors même que la guerre avait commencé, puisque la guerre n'a pas commencé en 2022. Le conflit avec la Russie, il date de 2014. Donc c'est vrai que c'est pas du tout rassurant d'entendre Donald Trump aujourd'hui. Bon, attendons de voir ce qu'il ferait s'il était élu. Il n'y avait pas que les armes. En fait, les États-Unis, sous Donald Trump, ont commencé aussi la formation des militaires ukrainiens. Ils ont mis 2,5 milliards successifs dans la formation. Et à la limite, en fait, grâce à lui, l'Ukraine, en quelque sorte, a pu résister à la Russie dans les premiers mois sans l'aide occidentale, avant que cette aide n'arrive. Ça a contribué, mais c'était quand même une aide assez timide. Ils auraient pu faire beaucoup plus. Mais il y a effectivement, avec les Britanniques et les Canadiens, ils ont effectivement aidé les Ukrainiens, là où on était absent, au passage, il faut quand même le rappeler. Non, mais il a lancé des frappes contre Assad, il a lancé un début de guerre contre l'Iran. Il faut quand même, c'est lui qui a fait éliminer, qui a fait tuer le général Soleimani. Donc il y a une confrontation forte avec l'Iran. Il était à deux doigts quand même assez de déclencher, d'aller beaucoup plus loin aussi avec Corée l'Iran. du Nord. La Corée du Nord, c'était malgré tout assez chaud. Rocketman, franchement, il était quand même belliqueux avec son discours. En tout cas, ça s'est pas soldé par une guerre. En l'occurrence, il a anéanti l'État islamique en un mois et demi, alors que personne ne disait qu'il aurait. Il a anéanti. Non, il n'a pas anéanti l'État islamique. L'État islamique est toujours bien vivant, malheureusement. Donc. De fait, c'est l'administration Biden qui les a laissés prospérer en permettant et Poutine. à l'Iran et Poutine. Ils étaient complètement asphyxiés et depuis, ils prospèrent en termes d'exportation d'hydrocarbures, donc ça permet d'alimenter tous les proxys de la région. Ouais, bon, vous pouvez charger un peu Obama si vous voulez, mais aussi. Est-ce qu'il faut s'attendre ici à un retournement ? En réalité, on voit notamment les Polonais, c'est intéressant, les Polonais et les Baltes qui sont plus proches des États-Unis, disons traditionnellement, que la France, sont plutôt optimistes. Ils disent, même Trump, si on est correct en termes, si on paye en gros, c'est le promoteur immobilier un peu, si on paye suffisamment pour l'armement, il peut être loyal. C'est un peu le discours que les États-Unis ont eu pendant longtemps, c'est-à-dire il faut y mettre les moyens. On parle beaucoup de Trump et on a raison de le faire parce qu'il pourrait être le prochain président des États-Unis, bien sûr, mais il n'est pas le premier à dire il faut mettre les moyens. Il n'est pas le premier à dire il faut que
les Européens payent. Et c'est un discours qui, je pense, les gens de l'Est ont entendu pendant longtemps. Mais il a obtenu des résultats en le faisant. En réclamant, il a permis à ce que les États membres qui ne payaient pas leur fair share augmentent, et on est passé d'en dessous de 7 payés à plus de 14, et en plus d'autres qui... Faut pas exagérer, à mon avis, c'est Poutine, beaucoup plus Poutine qui a poussé les gens, parce que lorsque vous sentez un ours sibérien arriver à votre porte, là vous ouvrez votre porte. Oui mais Sergueï, mais c'est dommage. C'est dommage qu'on ait perdu. Alors enfin tant mieux, mais je veux dire au début des années 2000, on avait l'impression que c'était la fête des bisounours. La guerre n'existait plus, on avait effectivement la menace terroriste, mais on a totalement perdu. C'était manque de perspective historique, là, le sens du tragique. Donc c'est dommage qu'on ait besoin d'une telle menace pour réarmer, pour se remettre à dire que tiens, il peut se passer des choses graves en Europe. Vous savez, c'est ce que disait Guillaume Roquette tout à l'heure. C'est l'avantage de la paix. Hein. L'avantage de la paix, ça se mesure aussi. 8 000 milliards. 8 000 milliards à ne pas mettre dans la défense qui ont permis le développement économique de l'Europe de l'après-guerre. Et donc voilà, c'est ça. On était ici, il y avait la société de consommation, tout le monde appréciait ça. Oui, non, mais je suis pas d'accord parce que bon, ça fait 30 ans qu'on dépense pas au niveau militaire assez. Hein. Est-ce qu'on n'est pas endetté? Si, on est surendetté. Est-ce qu'on a une industrie fabuleuse? Non, on n'a pas une industrie fabuleuse. Est-ce qu'on a une productivité qui est inférieure à celle des Américains? Si on prend le bilan européen depuis 30 ans, non seulement on n'a pas dépensé en termes de militaire, mais en plus en termes économiques, on est largué par rapport aux Américains. Donc franchement, effectivement, on a des longs week-ends. On a beaucoup de dépenses. On a des longs week-ends. Non, mais on a des longs week-ends. Et on a des longs week-ends. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ouais. Écoutez là, l'appel du président Zelensky après le bombardement à Kharkiv. Il lance un appel aux Américains et aux Chinois. Simultanément, c'est intéressant d'ailleurs, il parle à tous les dirigeants occidentaux, mais on voit à quel point il considère que ces deux points d'appui, notamment pour les discussions qui auront lieu à la conférence de paix qu'il a fait appeler en Suisse, pour lui, les deux points d'appui, c'est Chine et États-Unis. Ensemble, nous préparons avec la Suisse un sommet qui débutera le 15 juin. Plus de 80 pays ont confirmé leur venue et nous continuons à travailler avec les dirigeants en les invitant à nous rejoindre lors de ce sommet. Je remercie tous ceux qui contribuent réellement à ramener la paix et j'en appelle aux dirigeants du monde qui soutiennent toujours les efforts internationaux. Au président Biden, le dirigeant des États-Unis, et au président Xi, le dirigeant de la Chine. Nous ne voulons pas que la charte des Nations Unies soit brûlée tout comme ces livres. Quelle mise en scène. La Chine, c'est très frappant. Sur notre antenne, le ministre des Affaires étrangères de Lituanie disait c'est une erreur. Les Européens se trompent, les Ukrainiens se trompent quand ils vont chercher la Chine. Il disait c'est une démarche dangereuse, parce que la Chine est un danger, autant que la Russie pour les Occidentaux. Il y a vraiment là deux lignes aussi en Europe. Hein. Je suis d'accord avec eux. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on croit que Xi Jinping, déjà, a beaucoup d'influence sur Poutine. C'est faux. C'est faux, je vous ai raconté déjà à plusieurs reprises, mais je reviens parce que c'est pédagogique. L'année dernière, quand Xi Jinping est allé à Moscou, il a insisté à signer avec Poutine le traité portant sur le nucléaire, sur la défense de menaces nucléaires, etc. Poutine l'a fait, mais il s'est passé quelque chose. Xi Jinping a raccourci d'un jour son séjour, et une fois lorsqu'il était parti, Medvedev a sorti sa plume sur Twitter et a sorti un truc abominable sur Twitter, et 3 jours après, Poutine a annoncé le transfert des missiles non stratégiques nucléaires en Biélorussie sans consulter le Lukashenko. Et donc en fait, je crois qu'on surestime en fait l'influence de la Chine sur Poutine. Et puis il y a autre chose aussi, la Chine est bénéficiaire de cette guerre. Elle adore cette guerre parce qu'elle achète pour cacahuètes, pour peanuts les matières premières russes. Ça affaiblit la Russie. La Russie est devenue complètement dépendante de la Chine. Ah non, la Chine, faut pas exagérer.